Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on vous traumatise de génération en génération. Salut, moi c'est Marie et je suis très inquiète parce qu'Anaïs ne m'a pas dit de quel film il s'agissait aujourd'hui. Et moi c'est Anaïs et j'ai trouvé un moyen de faire peur à Marie. Voilà. Cette semaine, effectivement, j'ai décidé de modifier un petit peu mon programme et de te montrer Hérédité. Non. Le premier long métrage d'Ari Aster, sorti en 2018. Non. J'explique mon choix. Tu commences à avoir vu quand même pas mal de films d'horreur et je réalise que les films d'horreur modernes te font beaucoup plus réagir que certains classiques. Même s'il y a certains classiques que tu as adorés, en termes de peur, tu es moins sensible quand même à la peur vintage. Et je voulais, à la base, attendre la toute fin de la saison pour te faire découvrir Hérédité et Midsommar dans le même épisode. Mais Midsommar, déjà, lui-même tout seul, dure très longtemps. Et vu qu'on parle toujours beaucoup, je me suis dit que ce serait vraiment dommage de devoir se restreindre. Je pense que tu auras plein de choses à dire sur Hérédité tout seul. Et que s'il te plaît, vraiment, ce sera l'occasion de faire Midsommar après et de faire un autre épisode. Donc je me suis dit qu'on allait mettre les bouchées doubles. Je sens que tu n'es pas aussi peureuse que ce qu'on pouvait croire en commençant cette saison. Et que donc, on peut se permettre de te faire sortir les petits trous et te faire passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que tu sais de ce film ? Je sais que c'est avec Toni Collette. Alors, c'est marrant parce que je sais pas mal de trucs, mais je m'en souviens pas exactement là maintenant parce que j'avais écouté un podcast sur quelqu'un qui découvrait aussi des films d'horreur, un podcast américain qui s'appelait Scaredy Cat et qui a un peu inspiré aussi le principe de regarder des films d'horreur pour cette saison. Et dedans, il regardait Hérédité et j'avais écouté l'épisode sans avoir vu le film. Donc, je ne m'en souviens pas exactement parce que l'épisode date un peu, mais de ce dont je me souviens, il y a un accident de voiture qui est très graphique, je crois. Toni Collette a l'air traumatisante dedans. Il y a un truc avec un peu du body horror. Enfin, je me souviens qu'il y avait des trucs qui avaient l'air mais vraiment dégueulasses en fait. Et qui avaient l'air vraiment... Et je me demande s'il n'y a pas un enfant déformé. Enfin, je me souviens plus, mais... Je me souviens juste qu'en écoutant, je m'étais dit, je ne veux surtout pas voir ça. Donc voilà. Pourquoi ça t'inquiète de le voir par rapport à d'autres films de la liste ? Parce que ça a l'air... Et je pense aussi que c'est de l'horreur psychologique, en plus d'être de l'horreur dégueu. Et du coup, j'ai l'impression que ça va me traumatiser. Je pense que le film va te plaire et qu'il va te faire de l'effet. C'est un très bon film. Mais faut pas non plus le voir comme le plus hardcore de la liste, parce que c'est pas le cas. Pas à mes yeux, en tout cas. Je dirais pas que je suis contente de le voir, parce que j'ai vraiment pas envie de le voir, mais pour ma culture cinématographique, je suis contente de passer cette étape, parce que les films d'Ari Aster, j'en entends énormément parler, et j'ai vraiment envie de les découvrir, et en même temps pas du tout envie de les découvrir. J'espère vraiment que tu vas aimer, parce que j'adore Ari Aster, et je pense que c'est un cinéaste que tu vas vouloir découvrir. Bah écoute, on va te montrer l'affiche, comme on le fait à chaque épisode, et puis tu vas essayer de deviner ce qui se passe dans le film, puisque c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'intrigue, mais pour l'instant, t'as pas trop d'idées. Non. Ah oui, c'est ça. Oh là là, elle est horrible, cette affiche. Ah, elle est horrible. Alors, c'est Toni Collette qui a l'air pas commode. Elle a vraiment pas l'air sympa. Alors, c'est évidemment clair-obscur, hein, très inquiétant, elle tire la gueule. Et juste en dessous, il y a une petite fille... voilà, Hereditary, donc hérédité. Hein. Evil runs in a family, donc le mal court dans les gènes, quoi. Voilà, c'est un truc sur le mal de mère en fille, visiblement. Super. Tu penses qu'il se passe quoi dans le film ? Si tu devais donner un pitch, tu vois, genre un pitch à un producteur, un truc comme ça, imagine comment le film a été décrit ou... Bah, une mère horrible torture sa fille qui devient horrible aussi. Voilà. Ok, bon, on va aller voir Hérédité et puis on va voir ce que t'en penses. Très bien. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. Sometimes I swear I can feel them in the room. She had private rituals, private friends. Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Please stop! Mom, what's happening? Make it stop! Make it stop! On vient de voir Hérédité. Marie, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Je pense que c'est un très bon film. C'est pas un film pour moi. Voilà. Pourquoi ? C'est vraiment pas ma vibe, quoi. Mais vraiment, vraiment pas. Mais après... Mais pourquoi ?
Mais parce que c'est déprimant et c'est un peu chiant, honnêtement. Et c'est oh là là, c'est pas fun quoi. Hein. À part à la fin là, quand elle s'enfonce des coups de poignard dans le cou là, c'est un peu plus fun. Mais vraiment, c'est pas fun, c'est pas fun. Et Ça, c'est sûr. et j'aime bien les films un peu fun. Genre même les films d'horreur, j'aime bien qu'ils me divertissent. Là, j'étais pas divertie, j'étais vraiment wow. Mais par contre, je reconnais que c'est un bon film, quoi. Et qui est hyper bien mis en scène, qui a un propos intéressant. Je reconnais tout ça. Je le reverrai pas. Bah oui, j'étais surprise puisqu'on a dû le voir très en avance pour des raisons d'emploi du temps. Et donc, je m'étais dit que peut-être pour être un peu plus costaud, tu le reverrais avant de venir parce que tu aurais oublié des scènes, mais tu voulais quand même pas le revoir. Comment elle me shame. Bah ouais. Bah honnêtement, ouais, ce week-end, j'avais vraiment pas envie de revoir ça. C'est horrible. C'est un film d'horreur. Mais oui, non, oui, c'est un film horrible. Je vais vous donner un exemple du niveau de réaction de Marie face à ce film. Elle était globalement très silencieuse. Ça m'inquiétait un petit peu. Et donc ça, ce que vous allez entendre, c'est la réaction de Marie face à un des plans les plus flippants du film. Ah, oh là là. Ah. Voilà. Vraiment gros impact. Mais au moins, malgré l'absence de réaction, on a encore pu bénéficier de ton expertise concernant la trouvaille de cadavres. Ouais, là, c'est un nouveau sujet. Ah, normalement, l'odeur de la chair calcinée, ça devrait le faire réagir un petit peu plus depuis les escaliers, quoi. Bah désolé, c'est pas très crédible. Je dis rien. Non, mais c'est pas très crédible. Mais déjà, ils avaient un cadavre qui était en train de pourrir dans leur grenier depuis... Ils ont dit 1 ou 2 fois c'est quoi cette odeur, mais normalement, ça devrait être insoutenable. Ma mère a travaillé sur des enquêtes de meurtre et des choses comme ça, et elle m'a raconté les odeurs de cadavres. C'est pas un truc où tu te dis juste c'est quoi cette odeur, comme si t'avais des harengs qui étaient en train de pourrir dans ton frigo, quoi. Et là vraiment, ce qui t'arrive souvent. Ouais. Et là vraiment, le truc de la chair calcinée, enfin, il aurait dû réagir bien plus avant, quoi. On en avait parlé un petit peu avant que tu vois le film. Tu avais entendu un podcast sur le sujet qui rentrait dans les détails de tout ce qui se passe dans le film. Est-ce que tu penses que ça t'a pénalisé pour le visionnage ? Oui, sur l'effet choc sur la mort de la petite. Parce que j'avais oublié ce qui se passait exactement, mais en fait, dès qu'il est parti, le frère part avec sa sœur à une soirée, et c'est le moment où tout va basculer. Et quand ils sont rentrés dans la voiture, d'un coup, j'ai eu un souvenir, parce que je savais qu'il y avait un accident de voiture, je l'avais dit, je savais qu'il se passait un truc dans la voiture, et je pensais qu'elle perdait un bras ou un truc comme ça. Ça m'est revenu, en fait, pendant la scène, et du coup, quand elle est décapitée, quand même, ce qui devrait être très, très choquant, et je suis sûre l'a été pour tous les gens qui l'ont vu sans le savoir, j'étais pas choquée parce que j'attendais le truc, et c'était à cause du podcast. Mais après, il y avait pas d'autres trucs dont je me souvenais dans le podcast, ça remontait quand même à loin. J'étais pas non plus très, très au point. Mais ça m'est revenu, et je pense que ça a enlevé un énorme truc de choc à ce moment-là, qui aurait été beaucoup, beaucoup plus efficace et qui m'aurait sûrement fait rentrer beaucoup plus dans le film, quoi. Est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes pour les personnes qui n'auraient pas vu Hérédité ? C'est l'histoire d'une famille qui est en train de traverser un deuil, le deuil d'une personne, la grand-mère, qui était pleine de secrets pas très cool apparemment. Et il y a une petite fille qui est assez inquiétante dedans. On pense que ça va être elle la source du mal, mais très vite elle meurt dans des circonstances effroyables. Et la famille doit traverser un double deuil, mais elle est très vite hantée par des présences, que ce soit la grand-mère ou la petite fille, et par le passé de la grand-mère en fait, et les rituels auxquels elle s'adonnait. Voilà, je sais pas si je révèle la fin, mais en gros, c'est une secte, et voilà. Du coup, tu l'as révélé. Moi, je pense qu'a priori, on va en parler, donc c'est pas grave si tu la révèles dès maintenant. T'as eu une question à la fin du film que se posent beaucoup de gens en voyant la filmographie d'Ari Aster. On va t'entendre. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Ari Aster dans sa vie? Je serais sa mère. Je le prendrais pas très très bien. Encore, t'as pas vu son dernier film, parce que pour le coup, en ayant vu ces 3 longs métrages, effectivement, la question peut se poser. Il y a beaucoup de choses à creuser, mais bon, son dernier film, c'est vraiment une psychothérapie. En sortant, je me suis dit, il faudrait lui faire une cagnotte pour qu'il se paye un psy, et après, je me suis rendu compte que c'était la production de son film qui avait fait la cagnotte.
Alors, Ari Aster parle très très peu de ses films. En tout cas, il aime pas du tout rentrer dans des analyses poussées. Mais quand Hérédité est sorti, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait été inspiré par une période dans l'histoire de sa famille où ils accumulaient tellement de catastrophes qu'ils ont fini par se dire qu'ils étaient hantés, que c'était la seule explication et qu'ils étaient maudits. Et donc, il est parti de ça. Il a voulu faire un drame familial et ensuite, pour pousser la catharsis vraiment loin, il a décidé de transformer ça en vrai film de possession horrifique. Il a poussé très 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 loin. Et ça fait partie de toute la conversation qu'il y a autour de Ari Aster. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, en fait. C'est qu'il y a un côté très fun dans beaucoup de films d'horreur qui est assez absent, ou en tout cas qui est utilisé différemment dans ses films à lui. Et ce que je trouve génial, c'est que chez lui, l'horreur n'est pas fun, elle est juste horrible. Et qu'on est vraiment confronté à des situations qui sont absolument cauchemardesques, sans qu'il y ait de répit comique ou de relâchement de tension comique qu'on peut avoir dans beaucoup d'autres films d'horreur ou avec un gore qui serait complètement démesuré. Là, c'est de l'horreur psychologique, parfois assez réaliste, en tout cas dans certains sentiments ou certaines situations. Je me suis demandé ce que toi, t'avais pensé de l'approche que ce film a de l'horreur par rapport à tous les autres que je t'ai montrés avant. C'est exactement ce que tu viens de dire et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé les films d'horreur que tu m'as montrés avant parce que je les ai trouvés fun aussi. C'est-à-dire que même Conjuring, il n'y a pas forcément beaucoup d'humour, mais c'est très fun à regarder parce que c'est tellement surnaturel, c'est tellement... Il y a un côté fête foraine, en fait, oui, avec les jumpscares. Oui, voilà. C'est tellement effrayant et physique, en fait, qu'il y a une adrénaline qui est hyper fun à expérimenter. Là, c'est vraiment pas ça, en fait. T'as l'impression d'être... Non, mais en fait, c'est ça que j'ai pas aimé. Et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt du film, je le comprends. Et je pense que c'est ça qui fait sa patte très unique. Mais t'as l'impression de plonger dans la dépression de quelqu'un. Et juste, j'ai pas envie de plonger dans la dépression de quelqu'un. Ou en tout cas, j'ai envie de le faire avec un peu plus d'humour, quoi. Bon, je suis contente parce que le côté angoissant a quand même un petit peu marché sur toi. Alors clairement, c'était une angoisse qui n'était pas du tout jouissive pour toi, mais ça t'a quand même tiré quelques réactions de sûr, malaise. Oui. Quel enfer. Tu as aussi dit au bout de 20 minutes que ce film était race-rat. Ouais. Peux-tu élaborer ? C'est tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. C'est vraiment ça, quoi. C'est race-rat. On va rentrer dans les détails du film. On découvre la famille le jour de l'enterrement de la grand-mère, avec un éloge funèbre qui n'est pas hyper élogieux. She was a very difficult woman to read. If you ever thought you knew what was going on with her, and God forbid you tried to confront that. When her life was unpolluted, she could be the sweetest, warmest, most loving person in the world. She was also incredibly stubborn, which maybe explains me. Non, tu sens vraiment qu'ils ont trouvé la seule personne qui pouvait le faire, c'est-à-dire sa fille unique, et qu'elle a décidé... Enfin, sa fille unique, elle avait un fils aussi, mais qui est mort, dans des circonstances horribles, on va en parler, je pense. Ouais. Mais sa fille, tu sens qu'elle essaie vraiment de trouver des choses cool à dire, mais qu'en même temps, elle n'est vraiment pas convaincue elle-même et qu'elle n'a pas grand-chose de cool à dire sur sa mère parce qu'elle avait une relation très difficile avec elle. Donc elle le dit, elle dit qu'elle était très secrète, que c'est même gênant de parler d'elle face à une audience parce qu'elle détesterait ça, que c'était quelqu'un de difficile. Et tu te dis, waouh, moi je suis à un enterrement et je vois cet éloge, je suis mal. On peut même dire que tu reviendrais hanter cette personne, peut-être. Oui, exactement. On a 4 personnages principaux. On a le père, joué par Gabriel Byrne. Gabriel Byrne, que j'ai vu de nombreuses fois manger des cupcakes dans un café de New York où il allait manger des cupcakes et tu le vois différemment une fois que tu comprends qu'il est fan de cupcakes. J'étais très contente que tu puisses le voir dans ce film parce que, personnellement, je suis fan absolue de Gabriel Byrne. Moi aussi, je l'adore. Voilà. Ceci dit, il est un peu mou du genou dans ce film, quoi. Il sert un petit peu à rien. La mère, on l'a dit, est jouée par Toni Collette. Le fils est joué par Alex Wolff, le fils aîné. Tu penses quoi de ces personnages ? Alors le père... Ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il est très effacé, mais je pense que c'est aussi le principe, c'est-à-dire que c'est un film de femme, c'est avec une victime au cœur qui est le jeune homme, donc je pense que c'est Ari Aster.
Toni Collette est incroyable dedans, dans son interprétation. Elle donne tout, vraiment. Hein. Je trouve que son personnage est intéressant parce que tu comprends un peu tout le trauma qu'elle peut avoir et toutes les névroses qu'elle s'est héritées. Et en même temps, le fait qu'elle n'est pas très équilibrée elle-même et qu'elle essaie de préserver son équilibre le plus possible. Et elle traverse vraiment des trucs horribles. Mais je trouve que son personnage est assez intéressant, au final. Et le personnage du fils est assez fascinant aussi. Donc, ouais, je les ai bien aimés. Et puis, il y a le personnage de la petite fille, Charlie. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage ? Charlie, elle était fun pour le coup, tu vois. Elle part trop vite. Mais Charlie, elle fait des trucs chelous. Et moi, je voulais la voir faire plus de trucs chelous. Au tout début, il y a une scène où elle est en train d'être bordée par sa mère et elle lui dit « Il se passera quoi quand tu vas mourir ?» Ça t'a beaucoup fait rire. Oui, elle lui dit « Qui va s'occuper de moi ?» Et sa mère lui dit « Tu crois pas que je vais m'occuper de toi ?» Et elle lui dit « Non, mais quand tu vas mourir. » Excuse me, you don't think I'm gonna take care of you? But when you die. Et il y a surtout cette scène qui nous fait comprendre que c'est quand même une petite fille un petit peu chelou. C'est un petit peu une bisu. Ah, c'est plus qu'une bisu, là. C'est une future psychopathe, Anaïs. C'est clair, moi je l'adore. Pendant les cours, il y a un pigeon qui vient se fracasser contre la fenêtre. C'est un rappel à Carrie, d'ailleurs. Carrie a été une influence assez forte pour Ari Aster en faisant le film. Et ensuite, une fois qu'elle sort de cours, elle va voir le pigeon et elle lui coupe la tête avec des ciseaux. Ça t'a fait réagir assez fortement. Ah! Mais non! Mais non! Mais non! Voyons. Mais ça va pas. Ça va pas. C'est un fait. La mort de la grand-mère dans le film agit comme l'élément déclencheur qui met à jour plein de tensions au sein de la famille. Et donc, en fait, le début du film opère vraiment comme un drame familial. Tu t'attendais peut-être à ce que l'horreur démarre plus rapidement, mais je t'ai pas senti très emballée au début du film. Non, vraiment pas. Je trouve que le drame familial fonctionne pas tant que ça, en fait. C'est un drame familial hyper lent et un peu chiant. Ce que je tiens à dire, c'est que la première fois que j'ai vu Hérédité, j'ai un petit peu eu la même réaction que toi. J'étais quand même beaucoup plus emballée. Je trouvais que dans le genre que j'aime beaucoup de l'horreur, il faisait quelque chose de très différent et donc ça m'enthousiasmait beaucoup. Mais je trouvais qu'on arrivait trop lentement aux parties les plus horrifiques et j'en avais pas gardé un souvenir aussi puissant que Midsommar, que par contre j'ai revu plusieurs fois au cinéma et qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Et c'est vraiment en revoyant Hérédité pour préparer ce podcast en me disant est-ce que je lui montre quand même parce que je pense qu'il est plus accessible, entre guillemets, que Midsommar et plus horrifique selon des critères traditionnels. Et je l'ai revu. Et en le revoyant, en fait, il y a plein de choses qui me sont apparues avec beaucoup plus de force. Et j'ai beaucoup plus apprécié cette première partie qui en fait assez peu niveau horreur. Je vois ce que tu veux dire parce que la première partie, ce qu'elle fait très bien, c'est qu'elle établit énormément les enjeux de tout ce qui va se dérouler après dans la deuxième partie. C'est-à-dire qu'elle établit très bien la relation très privilégiée, disons, entre la grand-mère et la petite fille. Elle établit très bien les dynamiques familiales qui sont en jeu. Après, c'est vrai que quand on ne sait pas où ça va, et surtout, en fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un bon film, hein, j'ai rien à redire là-dessus, c'est plus que j'avais pas envie d'être dans ce film. Oui, c'est vraiment l'atmosphère un peu sombre qui t'a... C'est pas juste sombre, en fait, c'est vraiment... oh là là, t'as vraiment l'impression d'être... je sais pas, d'avoir pris un médicament qui te met dans un brouillard hyper déprimant et que tu peux pas en sortir, quoi. C'est tout à fait ça. Bah ouais, mais je pense que c'est voulu, mais c'est juste, j'avais pas envie d'être là. Oui, non, c'est ça. Enfin, en fait, il y a une mise en scène en plus avec des mouvements de caméra qui sont très, très lents et qui s'attardent énormément sur chaque détail du décor. Et je pense que ça, j'en ai beaucoup plus profité au visionnage suivant, au pluriel, parce que je trouve les décors magnifiques et j'arrive à repérer plein de petites choses ou à m'attarder sur plein de petites choses dont je me préoccupais pas au premier visionnage parce que je savais pas quel rôle elle jouerait plus tard. Et c'est vrai que là, connaissant ta prédilection pour les prédictions, j'étais surprise au début du film que tu te mettes pas tout de suite en mode machine à prédiction parce qu'il y a plein de petits plans qui, évidemment, prendront tout leur sens que plus tard, mais tu es généralement très, très active sur ce genre de choses. Et notamment toutes les scènes de miniatures sur lesquelles travaille Toni Collette, où on voit la grand-mère qui essaye de donner le sein au bébé, etc. Certains objets qui sont répandus dans la maison en disent très, très long sur ce qui va se produire après. Et là, en fait, comme tu réagissais pas dessus, j'arrivais pas à savoir si c'était que t'avais pas prêté attention à ça ou que t'étais juste pas très intéressée. Et au final, t'avais vu tous ces trucs-là, mais tu t'en fichais un peu. Bah pour moi, en fait, je les avais vus, je m'en fichais un peu. Mais c'est surtout, c'était pas des éléments de prédiction pour ce qui allait se passer, c'était des éléments de contexte pour ce qui s'était passé avant. Donc, j'étais pas en train de me dire qu'est-ce qui va se passer.
Le côté magie, c'est évident. Le côté sorcière, dès le début, elle a le livre qu'elle ouvre et il y a ce truc avec les sorcières, le livre de sa mère, là, qu'elle retrouve dans les cartons. Le côté de la relation malsaine et étrange entre la petite fille et la grand-mère, c'est carrément établi dans la conversation de Toni Collette avec sa fille. Donc, t'as même pas besoin d'avoir le plan avec le sein montre à quel point c'est fucked up, mais t'as pas besoin d'avoir ça pour comprendre ça non plus. Donc, il y avait pas non plus... Ce plan-là, il joue un rôle pas juste pour établir le niveau de malaise dans leur relation, mais aussi d'un point de vue très pragmatique, voilà, sur le côté démoniaque à la fin et le fait que la grand-mère cherchait un hôte pour le démon. Oui, mais alors, ça, on va établir quelque chose. Moi, les prédictions, j'aime les ancrer dans la réalité. Et du coup, la grand-mère qui cherche un hôte pour le démon, non. Tu vois, je suis pas en train de prédire des trucs comme ça parce que je sais pas comment ça fonctionne de trouver un hôte pour un démon. Non, mais c'est effectivement ce que j'ai réalisé pendant le visionnage. J'ai essayé, je me suis dit que j'aurais dû peut-être au début te dire que c'était un peu une sorte de film à clé et du coup te mettre sur la piste plus tôt. J'ai essayé de le faire un peu en cours de route, mais ça n'a pas vraiment marché comme je l'espérais. Tu penses qu'il se passe quoi dans le film ? J'en sais rien, elle va devenir folle ou un truc comme ça. Et bien l'autre, elle va revenir la hanter, mais on sait pas si elle est vraiment hantée ou si c'est de la folie. Un truc comme ça, je sais pas. Où ils vont tous continuer à s'entretuer les uns après les autres. T'as pas des théories, des... Bah non, je sais pas. Quelle théorie ? Sur quoi ? Il se passe rien. Ils sont tous en train de chialer. Enfin, même pas, ils pleurent même pas. C'est vraiment un bonheur, hein, en tout cas. Merci. Merci à toi. C'est une réaction à la hauteur de ce film. Non, mais en fait, je pense que c'est ça qui me surprenait un peu, c'est que pour moi, il se passe pas du tout rien, quoi. C'est juste qu'il se passe des choses qui sont plus des petits indices éparpillés comme ça, mais quand tu sais vers quoi se dirige le film et que tu le revois une deuxième fois, tu peux vraiment apprécier tous ces trucs-là. Après, un film doit être appréciable dès le premier visionnage, donc si ça n'a pas fonctionné au premier visionnage pour toi, et honnêtement, c'était pas non plus, enfin, j'étais pas aussi emballée pour mon premier visionnage non plus, c'est qu'il y a quand même des défauts dans ce film, ça c'est évident. Ça m'embête parce que là, je suis hyper négative alors que j'ai pas envie de l'être parce que je pense encore une fois que c'est hyper intéressant, mais c'est... En fait, le problème, c'est même pas que ça m'a pas conquise dès le premier visionnage, c'est que ça m'a tellement rebutée que j'ai même pas envie de le revoir pour voir si ça pourrait me conquérir dans un deuxième visionnage, tu vois ce que je veux dire ? Le parti pris du début était vraiment repoussant pour toi. Mais c'est pas que le début, hein. Oui, mais après, il y a plein de scènes dans la partie vraiment plus horrifique qui t'ont fait réagir bien sûr, beaucoup plus fortement. Mais il faut attendre... et qui étaient fun aussi pour toi, je le voyais, ça te faisait rire. Ouais, mais c'est les dernières 20 minutes, en fait, sur un film de 2 heures et quelques. Donc, c'est pas juste le début, c'est que après la mort de la fille, ça dure aussi. Hein, c'est... Bah justement, c'est le premier élément vraiment horrifique qui arrive dans ce film. Et moi, c'est aussi celle qui m'a le plus choquée. Et c'est la plus mémorable, je pense, pour tous les spectateurs d'Hérédité. Peter emmène sa petite sœur à une fête, à Contrecœur. Et tu commençais à sentir qu'il allait se passer quelque chose. Et tu commençais à être angoissée, mais sans savoir exactement ce qui allait se passer. Oh là là, quelle angoisse! Elle va mourir. Oui, il va mourir. Il va se passer un truc dans cette voiture. Là, c'est pareil, dans le deuxième extrait, on entend en fait, c'est une fille de la soirée qui est en train de hacher des noix. Et comme il a été établi avant que la petite fille Charlie est allergique aux noix, aux arachides, je pensais que ce plan allait te faire réagir parce que tu étais en train de dire il va se passer quelque chose, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc là, on a un peu cet indice de bon bah c'est le truc qui va peut-être la tuer quoi. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement la petite sœur qui est toute seule à la soirée puisque son frère l'a laissée pour aller fumer un bong, mange ce fameux brownie, fait une réaction allergique, sa gorge est en train de se resserrer. Et donc, son frère la prend très vite et la précipite dans la voiture pour essayer de l'amener... à l'hôpital, parce qu'ils sont dans un endroit rural. Donc, l'hôpital est loin. Ils sont dans la voiture, elle est sur la banquette arrière, elle est en train d'étouffer. Il conduit très, très vite parce qu'il panique. Et là, elle baisse la fenêtre, elle sort sa tête de la fenêtre pour pouvoir respirer. Et à ce moment-là, il voit le cadavre d'un animal sur la route et pour l'éviter, tourne la voiture très vite. Et elle se fait décapiter par un énorme poteau. Oh non, c'est là. Non, c'est là. C'est là. Elle va être décapitée. Regarde, Marie. Elle va être décapitée. Elle a été décapitée.
Voilà. Ouais. Encore une fois, très factuel. Mais non, je te disais, regarde, parce que tu commençais à refaire ta petite technique de te cacher et de te tourner vers moi. Et je me suis dit, ça dure une demi-seconde, donc je voulais vraiment que tu vois ce plan. Je l'ai vu. Voilà, et au final... Elle est décapitée. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si j'avais pas eu ce souvenir, même lointain, de ce qui allait se passer, j'aurais été choquée. Si je dois formuler aussi ce que j'aime pas dans ce film, c'est ce que le film essaie de faire, donc c'est normal, mais du coup, ça me rebute vraiment. Cette scène, tout de suite, j'ai pensé, oh non, l'autre, elle a perdu sa fille, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est horrible. Bah ouais. J'ai pas signé pour ça, en fait. C'est exactement ce que le film essaye de faire, c'est-à-dire qu'il rebat les cartes et il établit les termes de la suite du film. C'est-à-dire que, tu l'as dit au début, on pense que c'est cette petite fille qui va représenter la menace, qui va être hantée, possédée, elle est chelou, elle coupe des têtes de pigeons. Et en fait, c'est la première victime. En plus, ça se produit d'une manière qui est vraiment horrifique. Et c'est ce qu'ils disaient dans le podcast que tu avais écouté, Scaredy et Kat, où ils disent ah oui, donc on est dans un film qui tue les enfants, en fait. Et c'est vrai que c'est quand même un tabou qui est rarement franchi, y compris dans les films d'horreur, et y compris de manière très graphique comme ça. Donc c'est une scène qui t'indique quand même dans quel film tu te trouves. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un film dans lequel tu ne veux pas te trouver. Voilà, c'est ça. Mais je pense que pour moi, c'était un choc vraiment viscéral et aussi l'impression de voir quelque chose que j'avais rarement vu avant. Et autant il y a des films d'horreur qui essayent d'aller tellement loin dans la transgression en disant on l'a jamais fait, donc on pourrait le faire. Non, il y a des choses qu'on peut très bien laisser dans l'imaginaire et ne pas montrer à l'écran. La décapitation d'une gamine de 13 ans, moi je veux bien le laisser dans l'imaginaire. Bah là, je trouve que pour le coup, ça a eu un effet pour moi. Oui, et puis il y a un propos, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur le côté, c'est hyper audacieux. Oui, de changer complètement la direction du film à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on vient de passer une demi-heure sur... mais en même temps, une demi-heure où ça établit plein d'enjeux et tout ça, mais une demi-heure en pensant qu'on était en train de regarder un type de film. Et d'un coup, à travers ce drame, on se dit, c'est pas ça en fait. C'est un autre type de film dans lequel on est emporté. Il n'y a pas que l'accident qui est choquant, il y a aussi ce qui se produit juste après. C'est la réaction de son grand frère. Et moi, honnêtement, c'est le truc qui m'a le plus horrifiée quand j'ai vu le film la première fois et qui a fait appel à mes sentiments de grande sœur aussi, je pense, de manière très viscérale. Mais c'est le fait que, je sais pas si tu veux décrire ce qui se passe une fois que la petite sœur est décapitée, mais... Il réagit pas, il bouge pas, il regarde pas dans son rétroviseur. Tu sens qu'il a un truc de stupeur, quoi. Il a peur de regarder, c'est pas qu'il choisit de pas regarder. Oui, c'est mais que... oui. Et en fait, il redémarre la voiture, il rentre, il gare la voiture devant la maison avec du coup le cadavre décapité de sa sœur derrière, en laissant la tête sur le bord de la route. Il n'appelle bien sûr pas les secours. De toute façon, dans ce film, il n'appelle jamais les secours. Et il va se coucher dans son lit. Non mais va pas te coucher, va dire à tes parents que t'as décapité ta sœur quand même. Je sais pas, c'est la base. C'est clair, ce serait la moindre des choses, quoi. Non, mais moi, c'est vraiment ce moment qui m'a traumatisée la première fois que je l'ai vu parce que, évidemment, je le comprends pas. Enfin, je me dis, comment tu peux faire ça ? Mais en même temps, ça traduit vraiment le choc tellement intense de ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire qu'il sait tout de suite qu'il a une responsabilité, que c'est lui qui a fait dévier la voiture, etc. Il tombe immédiatement dans le déni. Il ne peut pas accepter qu'il vient de tuer sa petite sœur. Et moi, je trouve ça vraiment bouleversant, en fait. Et je pense que c'est ce que je voulais dire aussi plus tôt quand je disais que chez Ari Aster, on a une horreur qui est vraiment horrible. C'est-à-dire que ça m'évoque moins un truc un peu de fantaisie avec des monstres ou une histoire de possession très surnaturelle, mais juste un fait divers absolument atroce qui me filerait des frissons si j'en entendais parler dans l'actualité autour de moi. Et après la scène de l'accident de voiture, voilà ce que tu as dit. Franchement, là, je serais en train de regarder tout seul, j'arrêterais. Pourquoi ? Ouais, parce que c'est lent et c'est déplaisant, quoi. C'est not nice. Tu trouves ça chiant ? Pas chiant, mais juste... j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Tu m'as même demandé, je crois, juste après ça, mais pourquoi tu regardes ce genre de film, en fait ? Enfin, quel plaisir tu trouves à regarder ça ? Et c'est la première fois, je pense, que tu as dit ça devant tous les films d'horreur que je t'ai montrés. Mais c'est un truc qu'on entend assez fréquemment, en fait, quand on est fan de films d'horreur. C'est genre, pourquoi tu kiffes regarder ça ? Ouais, c'est marrant parce que, en fait, je comprends totalement pourquoi tu aimes regarder les films d'horreur que tu m'as montrés jusqu'à maintenant. Celui-là, j'en comprends la portée artistique et intellectuelle, mais d'un point de vue viscéral et émotionnel, je comprends pas qu'on s'inflige un truc pareil. J'ai du mal à envisager l'expérience de regarder ce film comme une expérience agréable. Pour moi, en fait, ça reproduit ce que j'aime dans beaucoup de films d'horreur, c'est-à-dire que ça m'expose
à quelque chose qui me fait vraiment très peur. Et Ari Aster le fait de manière différente, mais justement, je trouve que c'est une manière honnête, c'est-à-dire qu'il essaie pas de transformer ça en quelque chose de grotesque et de rigolo avec des jumpscares comme si on était à la fête foraine, mais de vraiment nous confronter à quelque chose qui est extrêmement déplaisant. Mais en fait, la mort, c'est déplaisant et on doit l'affronter, tu vois, tous les jours. Et là, c'est un peu comme une thérapie d'exposition. Oui, mais affronter la mort dans un récit de fiction, ça, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, là, c'est pas affronter la mort, c'est affronter une petite fille qui est décapitée par un poteau. Et sur l'aspect catharsis, c'est marrant parce qu'avec ce film, je le vois vraiment pas parce que pour moi, justement, il est tellement tout en retenue et dans une espèce de froideur émotionnelle, même dans la façon dont ils vivent leur deuil, que j'arrive pas à avoir ce sentiment de catharsis. Au contraire, j'ai l'impression qu'on m'empêche, et je pense que ça fait partie aussi un peu du propos du film, mais qu'on m'empêche justement de vivre ces émotions à fond ou qu'on m'empêche d'avoir quelque chose de vraiment libérateur, quoi. Bon, le lendemain matin, c'est sans doute une des scènes les plus hard, puisque Toni Collette découvre le cadavre de sa fille dans la voiture. On le voit pas, ça se passe hors champ, mais on entend Toni Collette crier. C'est vraiment hyper traumatisant. C'est quoi le plaisir à regarder ça, en fait? Non, mais vraiment, quoi. Bah ouais, mais du coup, j'ai vraiment l'impression d'être un monstre, en fait. Non, parce qu'il y en a plein qui trouvent une satisfaction et un plaisir à regarder ça. Donc, t'es pas du tout un monstre. Je pense que ça a été étudié et tout ça. C'est juste que vraiment, c'est là où je vois mes limites dans ce genre. C'est-à-dire que, clairement, moi, je suis une néophyte qui est là pour justement... Moi, je suis venue pour m'amuser, quoi. Non, mais qui est là justement pour les effets de fête foraine. Ça m'amuse 2 minutes. Et je pense que je suis beaucoup plus réceptive que plein de gens qui vraiment ne supportent pas les films d'horreur en général. Il y a plein de trucs que j'aime bien dedans, mais là, vraiment ça, oh là 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 là, non, quoi. Ouais, bah mais parce en même que temps, là, je vois pas les films des frères Dardenne non plus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a... Bah franchement, c'est beaucoup plus difficile à regarder, hein, selon moi. Mais enfin, en vrai, il y a plein de drames que j'adore ou des choses comme ça, mais c'est juste les trucs qui sont vraiment genre, oh, déprimants. Pourquoi? T'es pas venu ici pour souffrir. Mais non! Non, mais je comprends, mais c'est vrai que autant c'est quelque chose que je ressens sur plein d'œuvres où je me dis vraiment j'ai pas envie de voir ça et je le ressens parfois devant des films des frères Dardenne ou d'autres films voilà qui sont plus on va dire avec une fibre sociale que je trouve parfois voyeuristes en fait dans la douleur qu'ils exposent. Là, j'avoue qu'il y a une fascination morbide, c'est sûr, pour des situations qui sont extrêmement douloureuses et qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours et donc là on y est exposé de manière safe et j'ai aussi l'impression quand je vois tous les films de Ari Aster, enfin les 3 longs métrages qu'il a fait, il y a des séquences où j'ai l'impression qu'il est allé dans mon cerveau regarder certains de mes rêves, mes cauchemars plutôt, et qu'il a décidé d'en faire des films. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité dans la peur très précise, et ça, je pense que c'est une catharsis que toi, tu as pu ressentir même parfois dans des sitcoms ou des trucs comme ça, où il y a une situation vraiment merdique, où tu vas te dire... c'est mon pire cauchemar ou voilà, c'est quelque chose comme ça et ça te procure une jouissance de voir ça transposé à l'écran. Je pense que Ari Aster fait ça pour moi. C'est-à-dire que je vois des choses que je veux vraiment pas confronter dans mes pires angoisses. Mais du coup, là, je le fais sur mon canapé, quoi. Je pense que une des raisons pour lesquelles tu n'as pas été sensible à ce film, c'est une des raisons pour lesquelles il appartient à un mouvement qui a été baptisé le Elevated Horror, donc l'horreur noble, entre guillemets. Et moi, j'aime l'horreur basique. C'est ça. Non, mais en fait, c'est un terme qui est apparu à la fin des années 2010, mais qui a déjà été décrié. Et personnellement, c'est pas un concept que j'aime beaucoup, mais en fait, on peut pas parler de Ari Aster sans parler de ce concept-là, puisque c'est une expression qui a commencé à apparaître à la fin des années 2010. Je disais, je pense que le début, c'est avec It Follows en 2015, que j'hésitais à te montrer, mais honnêtement, si tu as trouvé Hérédité lent, je pense que It Follows, c'est même pas la peine. Et c'est pour ça que je l'ai finalement mis de côté au fil de la préparation de ce podcast. En 2016, il y a eu The Witch de Robert Eggers qui était distribué par A24. Et Hérédité en 2018 a aussi été distribué par A24 et c'est un peu à ce moment-là, alors c'est une boîte de production qui existait déjà depuis longtemps et de distribution, mais ces films-là ont vraiment contribué au succès de A24. Hérédité a été le film le plus rentable de l'histoire de l'entreprise jusqu'à Everything Everywhere All at Once.
Ils avaient 10 millions de budget, ils ont fait 80 millions avec Hérédité. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la boîte était en train de se démarquer comme une entreprise pour films indépendants qui sortait un petit peu du lot, qui faisait quelque chose de très provoque et d'original en termes de créativité, mais qui en même temps était grand public. Et Hérédité a vraiment cristallisé un peu cette image-là de la boîte. Ensuite, il y a eu Jordan Peele avec Get Out, Robert Eggers, Jonathan Glazer qui avait fait Under the Skin, Alex Garland qui a fait Ex Machina et Annihilation, Brandon Cronenberg. Ex Machina, c'est du Elevated Horror ? Non, mais Annihilation, oui. Et en fait, c'est souvent des réalisateurs qui ont un pied dans l'horreur, mais qui font aussi d'autres choses. Je pense que Ari Aster, c'est un peu son cas aussi. Robert Eggers, pareil. Enfin, après, il a fait The Lighthouse et The Northman, et chaque film est moins horrifique que le précédent. Donc, je pense que ça n'a jamais été le truc qui l'intéressait le plus au final. Mais en gros, ce que ce terme décrit, c'est un type de film d'horreur qui se contente pas d'artifices horrifiques classiques comme les jumpscares ou le gore, et qui vont essayer de trouver d'autres moyens de faire peur et de déranger, qui vont avoir des thèmes un peu plus visibles, des thèmes existentiels, philosophiques, on va dire plus sérieux en fait. Et en gros, c'est juste des films d'horreur, mais qui sont aussi des films d'arrêt d'essai. Mais le truc qui est très critiqué avec l'emploi de ce terme, c'est que les films d'horreur ont toujours été parmi les films les plus créatifs et les plus inventifs, parce que c'est des films qui sont faits avec des petits budgets, qui sont très axés sur le visuel, pas forcément sur les dialogues. Quand tu prends Get Out, par exemple, qui a été tout de suite élevé comme le premier film d'horreur vraiment de qualité, entre guillemets, parce qu'il a pu être nommé aux Oscars, c'est ne pas prendre en compte le fait que La Nuit des Morts Vivants, c'était déjà un film d'horreur très politique, comme Get Out, ou que L'Exorciste avait déjà été fait. Donc il y a vraiment eu beaucoup de films d'horreur avant les films d'horreur nobles, qui avaient déjà une patte artistique très très forte. Je pense que tu en as vu beaucoup. Oui, Alien, Shining. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est un terme qui a tout de suite été considéré comme péjoratif par beaucoup de monde, et surtout les fans de films d'horreur, parce que en fait, il n'y a pas vraiment de raison de séparer l'horreur noble et l'autre type de film d'horreur. Je pense que toi, t'as fait un peu une séparation avec les films d'horreur plus niches que t'as pu voir, comme Your Next ou The Descent, qui vont vraiment s'adresser à des fans du genre, alors qu'il y en a d'autres qui sont des films qui transcendent un petit peu le genre de l'horreur. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même dans les tendances actuelles, c'est-à-dire qu'on en voit beaucoup plus dans les festivals aussi. Ces films-là, d'Elevated Horror, ils ont une patte artistique, et donc ils permettent de faire entrer un genre historiquement méprisé dans une catégorie qui est très respectée. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est pas une distinction qui a beaucoup de sens, quoi. Mais je pense que cette tendance très claire qui s'est détachée dans les années 2010 s'illustre très bien avec la manière dont tu as réagi à ce film, en fait. Puisque il y a toute cette première partie qui est beaucoup plus contemplative, beaucoup plus lente, et pas très horrifique en fait, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment dans la dernière demi-heure qui s'appuie beaucoup plus sur des ressorts de films d'horreur classiques que tu avais déjà vus ailleurs. À partir de là, les choses s'accélèrent un petit peu et la famille commence vraiment à se désagréger. Toni Collette part dans un délire de spiritisme. Oui, elle rencontre une dame qui est jouée par Anne Dowd. Anne Dowd, elle joue jamais des personnages qui sont complètement bien gentils. Donc forcément, il y a quelque chose d'inquiétant, et elle l'embarque un peu dans un délire de spiritisme, justement, où elle lui dit qu'elle a pu contacter son petit-fils qu'elle a perdu ou quelque chose comme ça. On comprend quand même qu'il y a anguille sous roche. Mais du coup, Toni Collette, elle décide de contacter sa fille, qui a été décapitée par son propre frère. Donc on se dit, la réveiller, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Déjà qu'elle découpait les têtes de pigeons quand elle était en vie. Et donc oui, elle commence à faire du Ouija, mais beaucoup plus flippant. Et on la voit se murer de plus en plus dans son atelier où elle peint des miniatures, en fait. Elle fabrique des miniatures et elle reproduit des scènes de son quotidien. Et toutes les scènes qu'elle reproduit sont hyper glauques. Oui. Et nous en disent beaucoup. Enfin, c'est une manière très intelligente de faire de l'exposition, en fait, dans le film. Et sauf que là, on la voit en train de peindre l'accident en miniature. C'est horrible. Et il y a un moment où elle est en train de boire le thé avec Anne Dowd et elle lui raconte une chose qui nous permet de comprendre un petit peu pourquoi il y a beaucoup de tension dans cette famille. Je sais pas si tu veux raconter. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Elle lui raconte qu'en fait, elle fait du somnambulisme et qu'une nuit, elle avait fait une crise de somnambulisme où elle s'était retrouvée dans la chambre de ses enfants. À l'époque, ils partageaient une chambre, avec une bouteille d'acétone dans la main. Et elle avait versé en fait de l'acétone sur son fils et sa fille, et elle tenait une allumette dans les mains et elle s'apprêtait à les allumer. Et ils se sont réveillés à ce moment-là et ils l'ont réveillée. Et ils ne lui ont jamais pardonné, et elle se demande pourquoi. Elle est là, franchement, ils abusent. I mean, I was just as shocked as he was. And it was
impossible to convince them that it was just sleepwalking, which of course it was. But the timing was awful. Peter and I had gotten into this stupid quarreling phase, just forever arguing about nothing, such frivolous stuff. And Peter always held it against me. Je suis étonnée que son mari soit encore avec elle après ça, quand même. Et puis elle est là. Je l'ai éteint immédiatement, évidemment, l'allumette, vraiment, immédiatement. Je vois pas pourquoi ils m'en veulent, quoi. C'est assez marrant, en plus, la manière dont Toni Collette joue la scène est à la fois glaçante et très drôle. Parce qu'on comprend qu'elle commence un petit peu à perdre la boule. Oui, bah oui. Qu'elle peut représenter un danger pour ses enfants. Et mettre le feu à quelqu'un, c'est quelque chose qui va se reproduire ensuite au fil du film. Donc là, c'est un peu la graine qui est plantée. On découvre en fait plein de choses très progressivement, mais on va aussi découvrir à la fin qu'elle a déjà eu des crises de santé mentale assez graves et que donc elle peut être dangereuse. Enfin, qu'elle a des nervous breakdowns en fait qui peuvent être très très intenses, comme sa mère. Il faut dire qu'elle a un passif familial, c'est-à-dire que sa mère, c'est un cas à part, mais son père est mort, son frère est mort. Elle dit que son frère était schizophrène, mais on comprend qu'en fait, il était possédé par sa propre mère. Et il est mort aussi, il s'est suicidé. Bon, ça va pas très très bien, quoi. Oui, et en fait, c'est un peu tout le fil du film. Et je pensais que c'était ça qui allait t'intéresser aussi dans le film. C'est toute la métaphore sur la santé mentale. On en avait déjà parlé dans Twin Peaks The Return et Twin Peaks tout court. Mais là, il y a vraiment cette idée qui est jouée pendant tout le film où on se demande si c'est juste une question de santé mentale héréditaire ou s'il y a un démon qui a aussi été hérité dans la famille de mère en fille. On pourrait avoir les deux interprétations, en fait. Et là, on commence vraiment à sentir que Toni Collette vrille un petit peu, quoi. Oui. Et il y a 2 scènes ensuite où les tensions éclatent. Pour moi, c'est vraiment là qu'est la catharsis, personnellement. La première, c'est une dispute au cours d'un repas qui est très, très tendue. Alors, le frère a décapité sa sœur, mais ils en parlent pas. Non, mais ils font comme si ils font pas comme si de rien n'était. Ils sont tous en deuil, mais en même temps, à aucun moment, jusqu'à ce repas, ils n'adressent le fait que le frère a décapité sa sœur. Et c'est très, très gênant. Et clairement, ça crée un malaise de ne pas voir la famille gérer ça et confronter ça directement jusqu'à cette scène où ils décident de le confronter. Et moi, je trouve que ça fait des étincelles et que c'est assez génial. Just fucking say it! Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! All I do is worry and slave and defend you. And all I get back is that fucking face on your face! So full of disdain and resentment and always so annoyed. Well, now your sister is dead. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did, but your sister is dead. Et il y a une autre scène de confrontation, parce que les tensions sont principalement entre le fils et la mère. Elle va le voir pendant la nuit, après avoir fait une crise de somnambulisme. Et elle lui dit... J'ai jamais voulu être ta mère. Est-ce que ce serait pas un petit peu une anti-héroïne, ce personnage? Ah bah c'est sûr, oui. I never wanted to be your mother. Génial. Je voulais plus de ça, moi, dans le film. Oui, bah oui. Je voulais plus d'humour noir. En fait, si tu fais un truc comme ça, il faut quand même avoir des moments comme ça. I never wanted to be your mother, c'est génial. L'éloge funèbre au début de la mère, c'est génial. Le problème, c'est tout ce qu'il y a entre. C'est un film qui a pas beaucoup d'humour sur à quel point il est sombre, quoi. Moi, je dirais pas ça. Il y en a quand même pas mal. Et d'ailleurs, on a pas mal ricané pendant le film, même pendant l'enterrement, quand la petite fille dessine sa mère. Il y a plein de moments qui sont... Il y en a, mais je pense qu'effectivement, ils sont, disons, très discrets. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai senti que tu étais un petit peu plus investi dans le film parce qu'on arrive vraiment à l'horreur, c'est-à-dire qu'il a placé un peu tous les enjeux au début. Là, disons qu'on arrive dans le côté un peu plus fête foraine, un peu plus maison hantée, un peu plus effets spéciaux. Et Marie, c'est grosse basique. Voilà. Donc elle aime bien ça, voilà. Non, mais t'as raison. Moi, c'était exactement ce que je me suis dit la première fois que j'ai vu le film aussi. Et c'est pas mon préféré de Ari Aster pour cette raison aussi. Mais il y a un moment notamment où Peter, il y a une séance de spiritisme qui est très, très divertissante et assez flippante, je trouve. Et ensuite, Peter a l'impression qu'il est hanté par sa petite sœur. Après cette séance de spiritisme, il y a 2 scènes pendant qu'il est en cours où on le voit se comporter de manière étrange. Moi, je me souviens d'une en particulier où il voit son reflet dans le miroir qui lui sourit alors que lui n'est pas du tout en train de sourire. C'est traumatisant. Ça, c'est vraiment un bon plan. C'est un peu comme Bob aussi dans Twin Peaks.
Il a une attaque, tout le monde se tourne vers lui parce qu'il a un œil qui commence à être exorbité et tout ça. Et là, il commence à se frapper la tête contre la table et d'un coup, il regagne un peu conscience, quoi. Mais il s'est un peu fracassé la tête contre... D'abord, on le voit lever le bras. On dirait un peu un pantin désarticulé. Il a un look assez terrifiant. Et d'ailleurs, quand on voit son visage, il ressemble un petit peu à sa sœur. Il a le visage qui est un petit peu déformé. Et après, effectivement, il se fracasse la tête. Et donc, on va t'entendre face à ces deux scènes qui, je pense, t'ont bien plu. J'adore. Oh là là. Pas devant toute la classe. C'est vraiment la scène la plus traumatisante pour cette raison. C'est clair, on sent que le bullying va être intense après cette scène. Et puis, il y a Toni Collette qui met accidentellement feu à son mari aussi. Elle a une petite théorie, elle pense que si elle brûle le journal de dessin de sa fille, c'est elle qui va brûler. Et du coup, elle lui demande de le jeter, lui, dans le feu, se sacrifiant elle, en disant que s'il jette le journal de dessin de sa fille, en fait, ils vont se débarrasser du fantôme qui les hante, donc leur fille, et que, quitte à ce que ce soit un sacrifice pour Toni Collette qui va mourir, quoi. Sauf que il jette le journal et il prend feu. Non, en fait, c'est elle qui le jette. Elle attrape le carnet des mains de son mari. Elle le jette dans le feu puisque lui, il est en train de lui dire « Je vais appeler les flics. En fait, t'es encore en train de faire une crise et tu m'inquiètes. » Et encore une fois, un peu comme avec l'accident et la tête au début, le film prend une autre direction puisque on s'attend tous à ce que Toni Collette prenne feu et en fait, c'est le mari qui prend feu. Je m'attendais pas à ce qu'elle prenne feu, hein. Mais je m'attendais pas à ce qu'il prenne feu non plus. Ouais, on va tenter. Ah oui, c'est ce shot que je connaissais. Je sais plus ce que c'est, ce shot. C'est un plan où on voit Toni Collette qui est d'abord terrifiée et ensuite qui devient complètement anesthésiée. En fait, elle a le visage sans expression et on comprend qu'elle vient d'être possédée par le démon. Ah, ok. Dans la dernière partie, on a un enchaînement de scènes de plus en plus flippantes, de manière que je qualifierais de conventionnelle. Ouais. Et il y a notamment cette scène où Peter se réveille seul dans la maison, mais on comprend qu'il n'est pas vraiment seul. Déjà, comment il s'est endormi, je sais pas. C'est clair. C'est clair. Mais il y a plein de choses qui, pour le coup, ne font pas trop sens. Mais c'est vrai que, comme il y a eu ce moment où Toni Collette hallucine et pense qu'elle lui a mis le feu, ou lui, en fait, il hallucine et il pense que quelqu'un est en train de lui tirer le cou et qu'elle essaye de le tuer dans son sommeil. Et il y a plein de moments où on comprend pas trop si les personnages sont en train de vivre ça ou si c'est juste une hallucination. Et donc, à ce moment-là, il se réveille seul dans la maison. Mais il y a des présences qui rôdent. Et il y a notamment ce plan très marquant auquel on t'a entendu réagir ou pas au début de l'épisode. Est-ce que tu peux décrire le plan ? Il commence à se redresser dans son lit et en fait, juste au-dessus, il y a sa mère qui est à quatre pattes dans le coin du plafond. En fait, elle est à l'envers. Ça rappelle un peu l'exorciste sur le côté contorsionniste. Mais du coup, elle est... comme l'araignée des chiottes. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'elle est prête à bondir un peu, quoi. Et elle va très vite, d'ailleurs, elle vole un peu. Ça fait penser à Tigre et Dragon sur certains effets spéciaux. Mais oui, du coup, elle est cachée là et elle s'apprête à bondir sur lui. Ouais, c'est ça. Et la scène est très peu éclairée, donc en plus, elle est dans l'obscurité. Et en fait, il y a quasiment une illusion optique puisqu'on la repère pas tout de suite, puisqu'elle est à l'arrière-plan et qu'on est très focalisé sur Peter. Et c'est la raison pour laquelle moi j'adore ce plan. Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué du film. Quand je l'ai vu, ça m'a terrifiée parce que c'est exactement le genre de choses que je pourrais imaginer quand je joue à me faire peur, en fait. Et on en avait déjà parlé dans un autre épisode où tu pensais que je parlais de paralysie du sommeil, mais ça aussi, pour le coup, j'en fais, c'est horrible. Mais j'ai un petit peu peur du noir. Et du coup, quand il fait très sombre dans ma chambre, depuis toujours, depuis que je suis toute petite, mais ça me le fait encore à l'âge adulte, j'imagine ce qui se cache dans la partie sombre de ma chambre. Ça doit être fun d'être dans ta tête. Hein. Ouais, vraiment, pas du tout. Mais en fait, dans ce film-là, je crois que j'avais jamais vu de manière aussi spécifique et juste ce qui me fait peur quand je suis dans le noir. Et ce qui me fait peur, c'est ça, en fait. C'est qu'il y ait une espèce de silhouette qui soit tapie dans l'ombre. Mais je sais que c'est pas cohérent, c'est pas réaliste, c'est pas... mais surtout, elle est sur le plafond. Oui, mais qu'il y ait une présence, en fait, qui soit là, presque palpable. Tu sais, ça t'est jamais arrivé parfois d'avoir l'impression qu'il y a une présence, mais en fait, tu sais qu'il y a personne, mais tu sens un truc un peu déstabilisant dans ton... Tu vois ? Non, mais moi, j'ai toujours eu plus peur, genre des souris, tu vois. Donc, j'entends un craquement et je me dis, est-ce qu'il y a une souris, quoi ? C'est plus ça. Je comprends, ça m'arrive aussi. Moi, j'ai toutes les peurs. Vraiment, je peux cocher toutes les cases. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment souvent ressenti. Et il y a un autre moment beaucoup plus tôt dans le film
où c'est le moment quand j'avais vu le film la première fois où je m'étais dit ce film est génial. C'est une autre scène où Peter est tout seul dans sa chambre la nuit et il pense voir sa sœur et la tête de sa sœur qui tombe et en fait c'est un ballon qui était posé sur une étagère et qui se met à rouler tout seul sur le sol. Et on a ce sentiment de quelques secondes dans la réalisation, c'est hyper bien fait puisque on voit d'abord sa sœur comme lui et ensuite on réalise que c'était qu'un porte-manteau, un truc comme ça. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, moi, ça me le fait tout le temps, ça. Surtout dans ma chambre chez mes parents, où souvent, il n'y avait pas des volets entièrement fermés ou quoi que ce soit. Donc, il y avait vraiment un clair-obscur. Et ça m'est arrivé, mais des dizaines de fois, de voir un meuble. Je sais en plus qu'il y a un meuble à cette partie de la pièce, mais dans un état de demi-sommeil, j'imagine que c'est une personne ou que c'est quelque chose qui pourrait être menaçant. Mais tu vas me faire flipper. Ce soir, je vais dormir, je vais penser qu'il y a des ombres chez moi. Mais en tout cas, pour moi, Ari Aster arrive vraiment à retranscrire ça visuellement d'une manière que j'avais jamais vue dans un autre film d'horreur. Et c'est des angoisses qui sont très présentes pour moi, donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très cathartique pour moi. Et donc ensuite, Peter descend les escaliers, il se retrouve seul au salon, il découvre le corps calciné de son père qui ne l'a pas du tout fait réagir. Voilà. Et à nouveau, on aperçoit Toni Collette collée au plafond, dans un coin. Et là, en fait, on se rend compte que c'est un peu une feinte de Ari Aster, puisque on passe très longtemps à la voir dans le coin du plafond. Et donc, dans les scènes d'après qui montrent la pièce sous un autre angle, on est très focalisé sur le plafond en se disant c'est là qu'elle est cachée. Et en fait, non, elle surgit de devant et elle se met à courir après Peter. Et c'est le seul jumpscare du film qui t'a fait un petit peu frémir. Du coup, Peter court se cacher au grenier. Le problème, c'est que dans le grenier, il y a le corps de sa grand-mère, à la base, qui est en train de se décomposer, parce qu'il a été déterré du cimetière, évidemment. Il arrive là et elle est plus morte, mais il y a ça... il y a le corps qui est genre dessiné au sol et au milieu, il y a une photo de lui. C'est horrible. Et en fait, on voit des apparitions de sa famille et notamment de sa grand-mère nue. Oui. Ailleurs dans la pièce. Rien que ça serait traumatisant, tu vois. Ouais. En fait, ça, c'est vraiment le truc de Elevated Horror, c'est-à-dire que ça fait peur sans jumpscare, mais c'est juste tellement... Et, voilà. Et on comprend qu'il y a aussi son oncle et son grand-père ou un truc comme ça. Enfin, il y a des hommes nus aussi. Et surtout, il y a la séquence qui t'a fait le plus réagir. Donc, on va pouvoir écouter l'extrait en entier qui est très long. Et après, tu pourras peut-être décrire ce qui se passe dedans. Oh là 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 là. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible, le pauvre. C'est horrible. Oh là là, c'est horrible, le pauvre. Oh, le pauvre. Oh non. Lève pas la tête, lève pas la tête. Lève pas la tête. Non, lève pas la tête. Non. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, mais c'est sa mère. Elle est en train de faire quoi? Ah. Oh là 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 là. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh là là, c'est horrible. Le pic de cette scène, c'est donc Toni Collette qui est coincée au plafond, toujours. Qui est en train de voler un peu, de léviter. Voilà, elle lévite. Et elle, du coup, elle n'est pas en train de se poignarder, elle a un fil dans la gorge ou un truc comme ça. C'est ça, elle a un garrot, en fait. Et elle le fait passer comme ça, enfin, elle le fait passer d'un côté et de l'autre, et elle fait... D'ailleurs, on entend le bruit, en fait. Ouais, elle se tranche la gorge, en fait, avec un fil. Ah oui, voilà, c'est ça. Comme dans Your Next. Il y a du sang qui gicle partout. Mais ce qui était marrant, c'est qu'apparemment, j'ai pas réagi avant, mais moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est là où elle se cogne la tête contre la porte du grenier. C'est génial. Eh ben, je suis ravie de l'entendre parce que t'as pas du tout réagi pendant cette scène. Je crois que t'étais en train de dire mais qu'est-ce qu'il fout au grenier celui-là ou un truc comme ça, et j'étais là putain mais c'est le moment. Enfin moi je trouve ça terrifiant puisqu'elle se tape la tête très 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 vite. En même temps c'est marrant aussi. Mais c'est hyper drôle. Mais moi ça me fait frissonner. Enfin juste je pense qu'il y a aussi un truc, imaginer ta propre mère s'en prendre à toi et faire ça. C'est aussi ça. Enfin le film joue sur cette horreur-là en fait, de voir la famille qui se retourne contre toi. Oui mais en fait regarde quelle famille déjà quoi.
Non, mais c'est pas grave. Même Oui, si non. ta famille, elle est fucked up, tu veux pas que ta mère se... Ben, je veux bien, mais en fait, le truc, c'est que ce qui marche pas, c'est que si la mère avait été normale avant, ça me ferait flipper. Mais là, le fait qu'elle ait déjà essayé de le brûler avec de l'acétone en plein milieu de la nuit... Oui, après, c'est extrêmement proche de Shining, hein. C'est-à-dire Oui, bah, que c'est un c'était mon parent même qui a un passé violent ou en tout cas un peu inquiétant, qui a l'air d'être un peu déstabilisé dès le début du film et qui vrille totalement et sombre dans la folie ou la possession dans la deuxième partie du film. Et puis le film se termine quelques minutes plus tard sur un petit what the fuck. Ouais, non, ça, il aurait pas dû. Non, il aurait pas dû. Non, mais on comprend en fait que, alors là, la grand-mère, elle était un peu le gourou d'une secte de sorciers ou un truc comme ça. Ils sont tous à poil, là. Et il y a Anne Dowd, évidemment, qui était une de ses disciples. Donc, il y a une espèce de cabane à côté d'un arbre dans leur jardin. Ils sont tous rassemblés là. Et en fait, lui, ça y est, maintenant, il est possédé par l'esprit de sa sœur, qui en fait, elle était possédée par le démon, machin, mais elle n'était pas assez forte parce que c'était une femme. Donc maintenant, lui, il est possédé par ça. Il est couronné. Il devient le roi de la secte. Et ils sont tous à se prosterner devant lui. Non. C'est pas mal, hein, mais facile, je trouve. Donc il y a le démon Paimon, Ouais, oui, c'est ça. Paimon. Oui, bon, qui, c'est des païens, quoi. Voilà, qui est évoqué pendant tout le film, puisqu'on voit des inscriptions sur les murs à plusieurs reprises dans le film qui, en fait, sont les incantations qui mènent à ce démon. Et donc, effectivement, la famille appartient à une secte d'adorateurs de ce démon. Et c'est un démon qui a besoin d'un hôte masculin. Mais Toni Collette, on l'apprend assez tôt dans le film, mais on ne le comprend qu'à ce moment-là, a protégé son fils de sa propre mère, donc de la grand-mère. Oui, parce que son mari avait établi un truc où elle pouvait plus voir sa mère, en fait. Parce qu'il avait compris que... Voilà, parce qu'elles avaient des relations déjà très toxiques. Et donc, elle n'a pas du tout laissé sa mère s'approcher de son fils à la naissance. Donc, la grand-mère n'a jamais pu exercer une emprise sur lui et donc lui transmettre le démon. Puisqu'on comprend qu'elle voulait aussi que son fils à elle, l'oncle, devienne l'hôte du démon. Donc, en fait, la grand-mère, tout son délire dans toute sa vie, ça a été de... Trouver un homme pour... Voilà, trouver un homme pour mettre un démon à l'intérieur. Et donc, finalement, elle a dû se rabattre sur la fille de Charlie. C'est pour ça qu'on nous dit au début, elle aurait préféré que tu sois un garçon. Et donc, le démon ne peut pas survivre dans un corps féminin. Donc, il est passé de la fille à la mère, puis finalement au garçon. C'est là qu'effectivement, on le découvre à la fin, dans cette cabane qui était le premier plan en fait du film, puisque c'est là que tout se passe et qu'ils adorent ce démon. Mais c'est vrai que ça a un côté un peu... C'est pas un Deus Ex Machina, parce qu'ils le baptisent pendant tout le film. Donc, on y arrive de manière assez logique, mais ça fait un peu cheveux sur la soupe, en fait. Ouais, puis surtout, ça résout quelque chose qui n'avait pas besoin d'être résolu. Il y a une ambiguïté sur la santé mentale versus l'aspect surnaturel et démoniaque dans tout le film, qui est un petit peu balayée par cette fin, quoi. Après, c'est une fin, moi, que j'apprécie parce que chez Ari Aster, en fait, il y a une beauté dans l'horreur. Oui, j'allais dire, il y a une esthétique qui est assez cool dans cette scène. Ça, je suis d'accord. Et c'est un beau dernier plan. Et d'ailleurs, tu sens qu'en fait, qu'il s'est fait plaisir dans ce plan et que je pense que c'est plus là l'intérêt de ce plan et de cette séquence que son propos pour le film. Mais je pense qu'en fait, ça aurait été plus glaçant et moins facile, en fait, de finir sur quelque chose de plus ambigu. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'était la faiblesse du film dès le premier visionnage. Mais il y a aussi cette musique, il y a l'esthétique qui est très, très belle. Il y a un côté apaisant, en fait, qui est un truc qu'on va retrouver chez Ari Aster, où genre il y a une espèce d'acceptation de l'horreur qui se produit dans ce dernier plan, puisque lui, il a quand même été... une grosse vicose pendant tout le film et que là, il devient en fait... Bon, il est possédé par un démon, mais il y a un côté paisible dans ce dernier plan que je trouve très très beau. Il y a la musique avec les violons discordants qui sont devenus un cliché, mais qui là aussi sont très mélodieux en fait. Et vraiment, je trouve que c'est la plus grande force d'Ari Aster, c'est de transformer des séquences horrifiques en quelque chose de très fascinant et de très beau. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle je garderai la fin, mais sinon, je suis d'accord avec toi, ça sert un peu à rien. Le flipomètre. 3,5. Ah ouais, c'est tout ? Ouais, non, j'ai pas trouvé ça très effrayant. Enfin, je pense que la scène que j'ai trouvée peut-être la plus effrayante, c'est plus lui à l'école quand il se regarde dans le miroir et qu'il se voit sourire et qu'après il est possédé avec le bras qui... Puis le décalage entre la normalité de l'école et ce qu'il est en train de traverser, ça je trouve ça assez effrayant, même si on parle pas du côté bullying et tout ça. Tandis que ce qui se passe dans la maison, ça fait un peu peur sur le coup, mais j'ai pas trouvé ça traumatisant. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie d'avoir subi ce film Rasera. Merci Anaïs de me l'avoir montré. Pas merci.
Si vous voulez voir ou revoir Hérédité, le film est disponible en streaming sur Amazon Prime Video. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, je ne sais pas ce que Marie va me faire découvrir comme film romantique. C'est la surprise. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Est-ce que vous trouvez que Hérédité, ça fait peur ou pas du tout? Est-ce que vous trouvez que c'est déprimant ou pas? Ça m'intéresse. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast PIC TV où l'on analyse l'actualité des séries. En ce moment, on analyse Succession. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et on se quitte avec Both Sides Now, la chanson de Judy Collins qui conclut merveilleusement ce petit film sur la dualité de la famille. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.